nationale virtuelle. Bienvenue, désolée, je suis partie trop vite. Donc, bienvenue à la conférence de fermeture de la troisième édition de la conférence nationale virtuelle sur la leucémie. Donc, déjà la dernière d'une semaine bien remplie. Cette conférence unique en son genre répond aux besoins particuliers de la communauté des personnes touchées par la leucémie et des proches et offre de l'information, des outils et des ressources à jour. La Société Leucémie Lymphome du Canada est vraiment fière de présenter la dernière conférence de la semaine. Donc, comment participer activement aux décisions concernant vos soins dans l'expérience du cancer du sang. Donc, dans cette présentation, nos panélistes vous offriront des conseils et des ressources là, pour participer à vos propres décisions en matière de soins et vont aussi aborder des façons pratiques d'être proactifs et proactives dans votre propre expérience du cancer du sang ou celle de votre proche. Donc, il est maintenant temps de débuter la présentation. Je me nomme Joliane Pelletier, je suis responsable des services à la communauté. Je vais être la modératrice de cet événement en ligne. Donc, la présentation va durer environ 75 minutes et elle va comprendre une période de questions et réponses à la fin. Encore une fois, puisque nous sommes connectés en grand nombre, vous allez voir, vous êtes en mode silencieux, mais tout au long de la présentation, nous vous invitons là, à écrire vos questions dans la zone questions et réponses au bas de votre écran. Puis, on va y répondre à la fin à voix haute. Par contre, là, en raison, encore une fois, du grand nombre, ça se peut qu'on ne soit pas capable de répondre à toutes les questions. Prochaine diapositive. Donc, alors que nous nous connectons virtuellement aujourd'hui, j'aimerais prendre un moment pour réfléchir à l'importance de notre présence sur ces terres, puis à notre responsabilité commune d'en prendre soin. Donc, nous rendons hommage aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis pour les liens profonds qui les unissent à ces terres et pour leur contribution constante à nos communautés. Bien que nous venions de territoires différents, nous vous encourageons tous et toutes à prendre un moment pour réfléchir à la terre sur laquelle vous vous trouvez et à notre responsabilité commune de nous engager dans le processus de réconciliation en cours. À la Société Leucémie Lymphome du Canada, la diversité, l'équité, l'inclusion, l'appartenance et la promotion de l'équité en matière de santé guident nos efforts pour soutenir les membres de la communauté des personnes touchées par un cancer du sang. Donc, merci. Avant d'aller plus loin, permettez-moi d'introduire nos panélistes d'aujourd'hui. Donc, Dr. Karine Bilodeau, professeure agréée à la Faculté des sciences infirmières à l'Université de Montréal. Sandy Auberois, patiente partenaire et chargée de projet à l'Espace Partenaire. Jennifer Héroux-Bourduas, responsable des services à la communauté pour l'Est du Québec à la Société Leucémie Lymphome du Canada. Et moi-même, prochaine diapositive. De plus, nous avons la chance d'être accompagnés par deux personnes de notre communauté des cancers du sang. Donc, Mme Marie Légaré, touchée par une leucémie myéloïde aiguë, et M. François Vigneux, conjoint de Ginette, en rémission d'un lymphome à grande cellule B. Nous vous les présenterons plus en détail un peu plus tard dans la présentation. Durant les prochaines diapositives, nous vous partagerons la mission de la société et aussi la mission de l'espace partenaire. Donc, vous êtes à la recherche de programmes ou de ressources spécifiques, mais vous ne savez pas où les trouver. La Société Leucémie Lymphome du Canada est là pour vous aider. Vous pouvez communiquer avec nos responsables des services à la communauté pour recevoir une aide personnalisée et aussi vous mettre en contact avec des ressources de votre région. Donc, nous pouvons vous écouter attentivement et avec compassion, puis vous orienter vers les informations là, spécifiques à votre type de cancer du sang ou à votre traitement, vous aider à vous organiser pour gérer et prendre en charge vos soins et à identifier là, les services qui pourraient vous être bénéfiques. Donc, pour communiquer avec nous, vous pouvez composer sans frais le 1-833-222-4884 ou visiter le cancer au pluriel du sang.ca pour trouver la personne responsable des services à la communauté de votre région. Avant de céder la parole à Sandy Auberois d'Espace Partenaire, je voudrais vous faire part d'une initiative très importante pour nous. En octobre, nous avons lancé l'étude sur les conséquences des déplacements nécessaires pour recevoir des traitements contre le cancer. Puis les données recueillies seront présentées aux décideurs et vont alimenter
les discussions sur un éventuel remboursement des traitements. Donc, l'objectif, ben, c'est de prendre en compte le concept d'équité dans l'évaluation des effets des déplacements par les comités qui décident du remboursement des médicaments. Le sondage vise à évaluer divers facteurs en lien avec l'expérience d'une personne touchée par un cancer et des déterminants sociaux de leur santé. Donc, nous vous invitons à remplir le sondage en utilisant le code QR que vous voyez à l'écran, mais vous allez également recevoir un lien direct vers le sondage dans un courriel de suivi 24 heures après cette présentation. Donc, je vous remercie à l'avance de prendre quelques minutes pour remplir cet important sondage. Donc, maintenant, Sandy, je vais te laisser la parole pour parler de la mission de l'espace partenaire. Bonjour, merci Juliane, bonjour à vous tous, merci de l'invitation. Alors, nous, on est au CIUS de l'Est de Montréal, mais je voulais parler en général du partenariat. Donc, vous le savez peut-être pas, mais il y a beaucoup de gens qui s'impliquent en partenariat patient et proche partenariat à travers le Canada. Donc, et tout particulièrement en cancérologie, c'est très fort le partenariat. Et dans les programmes de cancérologie, pardon, on a l'implication des patients et des proches partenaires et c'est leur savoir expérientiel. Donc, ils ont vécu une expérience avec la maladie. Ils ont un regard de cette expérience-là. Puis, ils veulent, euh, ils veulent avec cette connaissance-là dans la trajectoire de soins et de services, bien, d'aider à améliorer les services. Ils veulent aussi offrir du soutien aux personnes qui passent à travers cette expérience. C'est ma situation à moi aussi. Donc, je dis toujours que toute cette expérience-là, on fait quelque chose de beau maintenant avec une belle grande communauté. Hein. Je pense qu'il y a il y a plusieurs milliers de personnes au Québec, entre autres, qui sont dans le réseau de la santé et qui œuvrent en partenariat patient et proche partenariat. Alors, ils veulent aussi aider au système de santé de manière générale. Alors, il y a différentes initiatives et notre modèle, ben, il est unique, comme nous le sommes tous. Notre modèle, il l'est aussi. Donc, on a intégré chez nous les patients et les proches partenaires. On le voit ici, on a plus de 50 d'entre eux qui participent à différentes initiatives en soutien. J'écoutais la mission de la Société Leucémie Lymphome du Canada. Ça ressemble beaucoup à la nôtre aussi. On veut être là. On veut faire connaître les ressources. On parlait de comment les retrouver. Donc, on a, entre autres, 4 volets. Vous voyez à droite de l'écran les 4 piliers. Donc, le premier, c'est de soutenir les personnes touchées par le cancer. C'est vraiment une offre de service par et pour les personnes touchées. Donc, de devenir acteur de nos soins, bien, comment on fait? Donc, pour nous, on s'est dit, on veut un local où on peut écouter les gens qui ont des questions, de venir chercher la ressource au bon moment. Alors, c'est bien important pour nous. Donc, les conférences éducatives, justement, vous en écoutez une aujourd'hui, donc je vous félicite. Alors, ce genre d'initiative, on va être dans la trajectoire des patients, on va être aussi une voix forte pour l'intégrer dans l'amélioration du programme de cancérologie. Donc, sachez qu'il y a des patients, des proches partenaires dans les programmes de cancérologie qui sont là dans les comités d'amélioration, dans les priorités des programmes qui veulent vraiment faire une différence pour que la prochaine personne qui passera dans cette trajectoire, bien qu'on soit en amélioration continue. Alors, puis je sais que vous savez aussi qu'il y a beaucoup de ressources. On ne sait pas combien il y en a comme patients. Alors, c'est un des soucis que nous avions. Donc, comment prendre en charge notre santé et notre guérison. Alors, on offre des conférences éducatives, du soutien au téléphone. La différence aussi, c'est que nous, on est intégrés. Donc, on va à l'étage. On fait partie de l'équipe du programme de cancérologie. Alors, on est complémentaire à tous les professionnels, mais on va être référé par les psychologues, les travailleurs sociaux, on va aller à l'étage, on va appeler les patients, on peut faire des suivis. Alors, on est en complément de l'infirmière pivot de l'autre professionnel qui est avec vous. Et puis aussi, bien évidemment, on veut les accompagner, ces gens qui donnent bénévolement de leur temps. Donc, c'est un de notre offre de service et de favoriser la collaboration. On en a un bel exemple aujourd'hui en étant avec vous aujourd'hui. Puis on va entendre chercheur Karine Bilodeau qui collabore aussi avec nous sur des projets et la Société Leucémie Lymphome du Canada. Donc, voilà, en gros, notre offre de service et notre mission. Merci beaucoup, Sandy. On va te retrouver là un peu plus tard au cours de la présentation. On va maintenant regarder ensemble le programme de la présentation.
On va commencer par parler des émotions qu'un diagnostic de cancer ou le fait de vivre avec un cancer chronique peut faire vivre. On va regarder ensuite là, des trucs pratiques et des ressources pour participer activement à nos soins. On va entendre notre panel et on va terminer en abordant la défense des droits. Et nous aurons évidemment là, le temps à la fin pour une petite séance de questions-réponses et une courte conclusion. Donc, j'ai le privilège de débuter la présentation. Pour ceux et celles qui me connaissent peut-être moins ou pas du tout, je suis responsable des services à la communauté pour les régions de la Montérégie, Montréal, Laval et l'Outaouais. Je travaille auprès de la communauté des cancers du sang depuis 5 ans et je possède plus de 13 ans d'expérience en intervention communautaire. Prochaine diapo. Je vais aborder dans cette première section la gestion des émotions lorsqu'une personne reçoit un diagnostic de cancer ou lorsqu'elle doit vivre avec un cancer chronique et vous partager là, des outils et des astuces qui peuvent être utilisés au quotidien. Prochaine diapositive. Donc, recevoir un diagnostic de cancer du sang et traverser le parcours de traitement, bien, c'est une expérience profondément personnelle, souvent complexe et assurément bouleversante. Chaque personne vit ce parcours de manière unique, influencée par son histoire personnelle, mais aussi par les particularités de sa condition médicale. Donc, c'est pourquoi il est vraiment essentiel de reconnaître et de respecter les émotions que vous ressentez. Puis, toutes les émotions sont légitimes, que ce soit la colère, l'espoir, la culpabilité, la tristesse. Il est naturel de passer par un mélange d'émotions qui peuvent changer, se contredire et même survenir avec une grande intensité. Le cancer, c'est pas une expérience banale. C'est donc normal de ressentir ces émotions à différents moments du parcours. Ce qui est important, c'est de comprendre que ces sentiments sont valides et qui font aussi partie du processus. Au cours de la présentation, on va parler de l'importance de jouer un rôle actif dans votre parcours de soins. Puis, cette implication personnelle, je dirais, c'est vraiment un levier essentiel qui peut avoir un impact significatif sur votre expérience et aussi sur la manière là, dont vous vivez chaque étape de ce cheminement. S'engager activement, c'est une façon de se sentir mieux préparé pour affronter les défis à venir et de retrouver aussi un certain contrôle sur une situation où malheureusement, bien, on peut sentir qu'on en a peu ou pas du tout. Puis, ça peut vraiment là, faire une différence non seulement dans vos soins, mais aussi dans votre bien-être global. Prochaine diapo. Donc, je mentionne souvent qu'un diagnostic de cancer, ça touche beaucoup plus que le physique d'une personne. Recevoir un diagnostic, c'est un événement qui bouleverse profondément la vie, puis qui a des impacts pour lesquels on n'est jamais préparé. Donc, ça peut ébranler les fondations même du quotidien, impacter les routines, le travail, les loisirs, les relations et même, là, pour certains, la vision de l'avenir. Puis, face à ça, c'est tout à fait normal là, de ressentir un besoin urgent de soutien tant émotionnel qu'informatif pour s'adapter à cette nouvelle réalité. En fait, je dirais que ce soutien est essentiel pour aider à faire face aux multiples défis auxquels là, il est possible d'être confronté. Puis, avoir accès aux bonnes ressources au bon moment, ça peut vraiment être une stratégie pour surmonter les défis, comme celui, par exemple, d'aborder le diagnostic avec ses proches, de parler de la maladie avec ses enfants. Donc, ces ressources peuvent provenir de différentes sources et se compléter mutuellement. Par exemple, consulter les organismes spécialisés en oncologie, pour accéder là, à des informations que vous allez savoir qui sont fiables, validées, mais aussi qui sont adaptées à votre situation. Bénéficier du soutien par les pairs, donc de pouvoir entrer en contact avec une personne qui a vécu une expérience similaire, ça peut jouer un rôle énorme là, dans l'expérience du cancer et recevoir un accompagnement psychologique professionnel qui peut aider à gérer les émotions et les défis qui sont liés à la maladie. Je dirais aussi de vous entourer d'une personne de confiance dans votre entourage. Ça peut jouer un rôle précieux à chaque étape en vous offrant une écoute attentive, mais aussi un soutien moral.
Donc, s'entourer de bonnes ressources, de bonnes personnes, ben, ça peut réduire le stress de manière significative. Prochaine diapositive. Puis vivre avec un cancer du sang, mais c'est aussi apprendre à gérer une maladie avec ses hauts et ses bas. Chaque jour peut apporter son lot de défis, qu'il s'agisse de stress du quotidien, du traitement, des effets secondaires. Puis pour protéger sa santé mentale, mais c'est essentiel d'avoir des outils pour faire face. Donc, ça n'a pas besoin d'être des outils compliqués. Des fois, juste par exemple, là, avant un rendez-vous qui nous apporte beaucoup d'anxiété, de se prévoir peut-être une activité avec une personne qui est importante pour nous, avec une personne qui nous fait du bien. Sinon, de pratiquer une activité artistique qui nous relaxe. Euh, je connais une personne qui, avant chaque rendez-vous où elle attendait des résultats qui la stressaient, ben elle allait manger dans un restaurant qu'elle aimait. Donc, c'est des petites astuces, mais qui peuvent vraiment le faire beaucoup de bien dans le quotidien. Puis aussi, je vous dirais, il n'y a pas de bonne réaction. L'important dans vos émotions, c'est de ne pas se comparer aux autres. Puis je vous inviterai en fait à être doux aussi envers vous-même, comme vous le seriez envers une personne que vous aimez puis qui est importante pour vous. Prochaine diapositive. Le cancer, ça a un impact sur la santé mentale. Donc, beaucoup de personnes touchées là, peuvent ressentir de l'anxiété ou de la dépression à différents moments du parcours. L'anxiété, la dépression, c'est fréquent, que ce soit pendant les traitements, après et même des fois là, plusieurs années après la rémission. Donc, c'est important de savoir reconnaître les signes dès qu'ils apparaissent pour pouvoir demander de l'aide au bon moment. Une tristesse qui dure dans le temps, qui ne s'atténue pas, une perte d'intérêt du quotidien, une inquiétude excessive, ben, ce sont des signes là, qu'une aide professionnelle est probablement nécessaire. Prochaine diapositive. Donc, voici quelques outils simples mais puissants là, pour mieux naviguer l'expérience du cancer. La méditation et la respiration, donc des techniques comme la pleine conscience, la respiration profonde, bien, ça peut vraiment aider à apaiser l'esprit et à réduire l'anxiété. Ça n'a pas besoin d'être des grandes séances, ça peut être seulement quelques minutes par jour, mais ça suffit là, pour en ressentir les bienfaits. Aussi, tenir un journal, donc mettre ses pensées, ses émotions par écrit, ça peut offrir un exutoire puis aider là, à mieux comprendre ce que l'on traverse, euh, ce que l'on ressent. Se construire un réseau de soutien, j'en parlais un peu plus tôt. Puis le réseau de soutien, ça ne veut pas dire que c'est les personnes qu'on aurait cru. Ça peut être comme des personnes, des bénévoles dans des organismes, donc de soutien par les pairs. Ça peut être des groupes de soutien. Ça peut aussi être des fois des collègues de travail. Donc, de vraiment choisir qui est notre réseau de soutien, qui nous fait du bien dans le quotidien, de rester actif. Donc, c'est sûr que de rester actif, mais d'adapter ses activités, de faire des activités plus douces et selon l'énergie qu'on a. Mais ça peut vraiment aider à améliorer l'humeur et aussi le niveau d'énergie. Puis adopter bon, des routines saines, donc avoir une bonne hygiène de sommeil, une alimentation équilibrée. C'est sûr que c'est des choses qui vont beaucoup aider le bien-être mental et physique. Puis si on éprouve des difficultés, par exemple, je sais que le sommeil, là, c'est fréquent, bien, il existe des outils, des ressources pour vous aider. Et sinon, il y a des thérapies qui peuvent être professionnelles, là, qui peuvent être considérées, ou sinon, parfois des traitements là, médicamenteux qui peuvent offrir un soutien supplémentaire. Donc, chaque outil peut être adapté selon ses besoins, ses préférences. L'important, c'est de trouver ce qui nourrit votre bien-être, ce qui vous aide, vous. Donc, prochaine diapositive. Puis, bien, à la société, comme je disais, de ne pas hésiter là, à utiliser les organismes communautaires qui ont une tonne de ressources. On travaille en collaboration, donc si on n'a pas la ressource qui peut vous aider, on va vous référer et vice-versa. Mais on peut vous orienter vers des informations pertinentes, vous aider à organiser vos soins ou encore là, vous aider à identifier les bonnes ressources et les bons services pour vous. Donc, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce parcours et ne restez pas seul dans ce parcours. Il existe plusieurs ressources pour vous soutenir. Euh, donc, voilà, on va maintenant aborder des suggestions sur ce que vous pouvez faire pour participer activement à vos soins. Puis, on va débuter avec Sandy. Donc, Sandy, je vais t'inviter à ouvrir à nouveau ta caméra.
Bonjour. Bonjour. Alors, en fait, ici, je voulais vous mettre, je veux pas, je vais vous mettre un petit peu de théorie, mais pour comprendre, parce que tantôt, je parlais de partenariat, puis qu'est-ce que ça veut dire, en fait, et qu'est-ce que concrètement ça veut dire quand on collabore avec nos professionnels. Donc, ici, ce que je vous ai mis comme définition, dans le fond, c'est qu'on est parti du paternalisme au partenariat relationnel, hein. Si on remonte avant l'an 2000, c'était vraiment le professionnel nous donnait des indications, puis même si on retourne à plusieurs années, même le patient lui-même ne savait même pas ce qui se passait, puis les proches le savaient, là, si on remonte il y a pas mal d'années. Et là, il y a vraiment eu une évolution, puis depuis l'an 2000, avec l'événement du modèle de Montréal, c'est quand même un modèle qui est reconnu à l'international, qui a été adopté par la Faculté de médecine de Montréal. Vraiment, les décisions thérapeutiques, ben, c'est plus centré, c'est plus seulement le corps médical, c'est vraiment une approche relationnelle qui a été centrée sur le patient et ses besoins, puis qui s'est développé, est encore en développement. Alors là, on est mieux informé, on est mieux préparé, on devient vraiment un acteur de notre mieux-être. Et j'aime bien le dire, tu disais, Joliane, tout à l'heure, avec les ressources qui existent, et c'est important. Et ça repose sur l'idée que chaque personne peut jouer un rôle actif et collaboratif dans son propre parcours de soins. En s'impliquant, on ne reçoit pas juste les traitements, hein, on devient vraiment un membre à part entière de l'équipe. Ça, des fois, ça peut faire peur parce qu'on dit, ben oui, mais moi, je n'ai pas cette expertise-là, mais je vais vous en parler, là, comment on peut jouer un rôle. Et ça, vraiment, ça transforme notre expérience. Puis moi, ça m'a donné beaucoup de contrôle parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas, mais ça, on peut le contrôler. On peut passer à la prochaine diapo. Ici, ce que je vous ai mis, c'est que ça favorise vraiment l'apprentissage, le partage, puis vraiment une prise de décision qui est éclairée. C'est important de connaître toutes nos options. Puis je le sais, c'est où je commence, où je vais chercher l'information, mais vous êtes au bon endroit aujourd'hui, puis il y a d'autres ressources pour vous. Mais au cours de cette expérience avec la maladie, on va acquérir des savoirs médicaux, hein. On va chercher, selon évidemment différents facteurs. On va développer des savoirs pratiques aussi, hein. On va aller se déplacer dans notre centre hospitalier ou à l'extérieur de notre région. On va renforcer notre autonomie aussi, puis on collabore aussi en tant que membre à part entière de l'équipe. On participe à ces soins. C'est de se donner des moyens pour devenir vraiment un acteur clé de son parcours, tout en s'appuyant sur une communauté puis des ressources adaptées. Et c'est le sens de l'espace partenaire, quand on regardait ça en théorie, ce que je viens de vous donner, c'est pas mal de la théorie. Quand on regarde ça, ben, on se dit, ben, OK, je vais commencer où, moi? Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que on est l'expert de notre corps. Hein. On a l'expertise, nos professionnels ils ont chacun leur expertise, mais nous, on est experts de notre corps. On a un rôle à jouer, entre autres, vous écoutez. Tout à l'heure, on l'a dit, de s'écouter, d'essayer de bouger, mais de s'écouter aussi. Alors, c'est un des rôles qu'on a à jouer quand on est en équipe avec tous nos professionnels. Évidemment, on est unique. Hein. Si on parle à notre collègue, ben, ou à quelqu'un dans notre entourage, il ne faut pas se comparer, on est tous uniques, mais on a tout un projet de vie. Alors, l'idée, c'est que c'est selon nos besoins, selon nos attentes, nos aspirations, c'est en lien avec notre avenir, ce qu'on a comme vision, comme réalisation à faire. Euh, Face à ce changement-là qui arrive, hein, on le sait, ça arrive, puis bang, il faut adapter tout notre projet de vie. Ben, c'est de développer des nouvelles stratégies personnelles, des nouvelles approches, tout en étant à l'écoute de nos valeurs, les valeurs de notre entourage, de notre expérience, de notre culture, de notre éducation, de nos croyances. C'est important d'être à l'écoute de tout ça. Et je pense que c'est tout ça le partenariat et c'est ce qui est véhiculé de plus en plus. Donc, de se préparer. Puis quand on dit se préparer, ben ça ne veut pas dire de tout savoir, là. C'est pas ça l'idée. Puis c'est le rôle de la Société Leucémie Lymphome du Canada, d'Espace Partenaire, c'est de vous donner des outils pour pouvoir agir, poser des questions. Il y a plein d'outils. Vous allez les voir tantôt. Là, si vous ne les connaissez pas déjà, c'est super. De poser les bonnes questions, d'exprimer ses besoins. De bien se préparer au rendez-vous. Il y a des outils de la société pour vous en lien avec ça. De noter vos questions, de venir avec un proche,
si vous n'en avez pas, de venir avec un patient partenaire accompagnateur, s'il y en a un dans votre centre, d'enregistrer la conversation pour pouvoir la réécouter, de répéter pour être sûr qu'on a bien compris, parce que combien de fois on sort, on le sait, là, on est stressé, puis on a même si on a des questions, on oublie qu'on a des questions. Donc, de retourner puis de l'enregistrer, ça fait du bien, puis d'être sûr qu'on a bien saisi, de répéter. Puis évidemment, de savoir que vous n'êtes pas seul. Juliane le disait tout à l'heure, il y a tellement de ressources pour vous aider. Alors, on est là pour vous, pour vous aider dans ça et de briser l'isolement si c'est le cas, c'est important. Et la communication aussi, je le disais tout à l'heure, on est expert de notre corps, donc toutes nos préoccupations, il faut le dire. Si on n'est pas à l'aise de le dire avec notre professionnel, il y a d'autres professionnels, il y a d'autres, il y a des patients partenaires, il y a le jumelage en pair qui existe sans jugement. Des fois, on ne veut pas le dire à notre entourage, mais le dire à quelqu'un qui n'a pas de jugement où on va se sentir à l'aise de dire des choses, problèmes financiers, etc. Donc, c'est important. Les effets secondaires, il y a plein d'outils pour les noter et d'en parler. C'est tellement important parce qu'on a beaucoup d'expériences de gens qui n'ont pas osé en parler et il y avait des solutions. Hein, quand je vous donne un exemple, quelqu'un qui avait peur de faire de la chimiothérapie, puis elle avait un effet secondaire qui l'inquiétait beaucoup. Elle n'en avait pas parlé. Et quand elle a parlé à un patient partenaire, elle en a jasé. Puis on est allé voir l'infirmière pivot par la suite et on savait qu'il y avait des outils pour pouvoir l'aider dans ça avec le pharmacien. Puis elle a osé essayer la chimiothérapie par la suite. Donc, c'est important d'en parler. Je vais réitérer ça tout le temps, là, d'essayer de trouver une personne puis de trouver les ressources pour vous aider dans ces cas-là. Voilà, je pense que je peux passer à la prochaine diapo. Je voulais aussi vous parler, qu'est-ce que c'est un patient proche partenaire? Chez nous. Alors, c'est vraiment une approche qui est centrée sur la collaboration entre les usagers, leurs proches, les acteurs du système de la santé et des services. C'est vraiment d'humaniser les relations dans les soins et les services en plaçant l'expérience. C'est très riche. Hein? Nous, ce qu'on a vécu, c'est toute la trajectoire. Puis il n'y a personne dans cette équipe-là qui l'a tout vécu. Alors, quand je dis qu'on est acteur et on a un rôle à jouer, c'est super important parce qu'on le vit. On vit avec la maladie, on vit avec les traitements, les effets secondaires. Alors, c'est super important et cette expérience-là, c'est riche pour les prochaines personnes. Alors, en tant que patient partenaire, bien évidemment, on est partenaire de nos soins parce que c'est ce qu'on veut véhiculer pour des prochaines personnes. Mais c'est à mettre à profit notre savoir expérientiel pour vraiment venir en soutien. Comme je disais tout à l'heure, on peut être en accompagnement avec d'autres personnes qui sont touchées. Et aussi, il y en a qui ne sont pas en interaction, mais qui vont être là pour améliorer l'expérience des patients, mais différemment dans différents projets. Alors, ça s'inscrit dans le respect des droits des usagers, des valeurs culturelles, des spécificités locales. Dans vos établissements, je le disais tout à l'heure, en tout cas au Québec, je pense que partout au Canada, il y a les patients partenaires impliqués. Et au programme québécois de cancérologie, il y a un comité national avec des personnes touchées qui représentent chaque région. Alors, toute votre réalité, là, elle est prise en compte et la voix du patient et des personnes touchées par le cancer est prise en compte dans ça. Donc, c'est vraiment d'être un acteur clé dans notre démarche collective pour vraiment améliorer le système de santé pour qu'il soit plus humain. On l'entend beaucoup là, dernièrement, mais c'est notre volonté de le faire. Et ensuite, ce que j'avais à rajouter là-dessus, avant de céder la parole, je pense à Karine, en partenariat, c'est vraiment, je l'ai dit, je pense, mais le patient partenaire, il accompagne, il outille les personnes qui ont vécu un diagnostic semblable au sien pour qu'elles s'investissent activement dans son parcours et on est intégré chez nous, mais ailleurs, vous avez la paire aidance à la société, qu'on préfère aussi des patients quand il y a des besoins très spécifiques. Mais on est là pour être votre voix dans ce parcours-là. Et voilà, je pense que ça va y aller. Juliane, je vais laisser la parole à Karine. Merci, Sandy. C'était vraiment très bien expliqué. Puis ce que tu as dit, je trouve que ça l'aide beaucoup à enlever des fois l'intimidation qu'on peut avoir vis-à-vis le terme patient partenaire ou prendre en charge ses soins. Donc, Karine, tu peux allumer ta caméra et c'est à ton tour. Merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir parler lors de vos événements. Alors, Karine Ledoux, professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, puis également chercheure régulière
au centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et je pense que je peux changer de diapo. Ah, super. Euh, Qu'est-ce que je vais vous parler aujourd'hui en lien avec participer activement à vos soins? C'est je vais vous parler des activités de recherche. Alors, comment vous pouvez participer activement à peut-être améliorer les soins et réfléchir différemment? Et aussi, quel est le rôle d'un participant à la recherche? Je vous fais un petit résumé. Les types de recherche, souvent le premier type qu'on connaît, c'est la recherche clinique. Lorsqu'on parle de la recherche pour tester des médicaments, des traitements, une intervention, souvent on va vous approcher en clinique pour tester de nouvelles avenues thérapeutiques. Aussi, il y a de la recherche psychosociale que peut-être vous êtes moins été en contact avec ce type de recherche lors de vos traitements. Qu'est-ce qu'on appelle par recherche psychosociale? Des recherches qui demandent de faire des entrevues, de remplir des questionnaires. Puis souvent, ces types de recherches sont là pour mieux comprendre les expériences, puis documenter le vécu de vivre souvent avec la maladie. Et enfin, il y a de la recherche qu'on appelle participative, collaborative, où on va vous demander de participer activement, c'est-à-dire participer à un groupe de travail, à des discussions de groupe, peut-être de revoir des documents. Puis ces types de recherches-là sont là pour développer de nouveaux services, de nouvelles façons de faire. Alors, il y a plusieurs possibilités de participer à la recherche comme participant. Au-delà de seulement tester des médicaments puis des nouveaux traitements, il y a vraiment possibilité de s'impliquer dans d'autres avenues. Et l'impact de votre participation est important parce que vous avez la capacité d'influencer les soins de demain en donnant votre avis, en partageant votre expérience qui est unique. Également, contribuer à l'avancement des connaissances sur un aspect d'expérience du cancer. Il y a des traitements comme par exemple les gens qui ont suivi la thérapie CAR-T. C'est quand même nouveau comme expérience de maladie. Alors, des fois, quand vous voyez des projets où on vous demande votre expérience, ça fait qu'on a besoin de la documenter pour mieux la comprendre, puis après influencer comment on organise les soins et les services. Et également, le fait de participer à un projet de recherche, habituellement, c'est une recherche c'est une expérience qui est excessivement gratifiante. Ça arrive souvent quand les gens me recontactent par la suite en me remerciant parce que c'est c'est comme un privilège d'avoir une conversation avec quelqu'un qui vous laisse parler de votre maladie, qui ne vous arrête pas, qui vous écoute avec énormément d'intérêt. Alors, il y a un petit volet thérapeutique également de participer à ce genre de projet. Et le type que moi, de projet que je fais, moi, je suis davantage dans les deux dernières puces là, de psychosocial puis également participatif. Je vais vous en parler un peu plus. Ah, on peut changer de diapo. Je vais vous parler également, là, je vous ai parlé auparavant d'un rôle quand on participe à un projet, mais maintenant, on peut participer avec des nouveaux rôles à la recherche. On appelle ce courant-là, qui est présent au Canada depuis plusieurs années, de recherche axée sur le patient. C'est-à-dire qu'on veut une implication des personnes ayant vécu l'expérience de la maladie dans les équipes de recherche, dans l'idéation, et on veut vraiment une présence beaucoup plus soutenue des gens qui ont vécu la maladie dans les projets. On veut mettre en valeur leur expérience pour pouvoir orienter l'organisation et la réflexion sur les projets de recherche. Puis même les personnes sont invitées à l'évaluation de projets. J'ai mis le cas de la Société Leucémie Lymphome du Canada qui intègre des patients partenaires dans l'évaluation de projets de recherche. J'ai également eu ce vécu-là avec la Société canadienne du cancer. Et c'est particulier, comme étant donné qu'on est un patient, c'est sûr qu'on ne vous demande pas d'évaluer le volet scientifique du projet, mais on vous choisit des critères qui sont spécifiques pour les patients. Puis souvent, c'est en lien avec est-ce que vous pensez que le projet est utile puis correspond aux besoins des personnes touchées. Alors, vous pouvez apporter votre regard, des fois influencer à savoir quel type de projet on devrait davantage investir ou appuyer versus un autre. Alors, c'est une nouvelle façon d'impliquer davantage les personnes touchées là, dans la recherche. Il y a aussi des nouveaux rôles qu'on pourrait dire de co-chercheurs ou co-chercheuses. Ici, c'est une personne qui va vraiment aider à l'idéation du projet de recherche, va contribuer aux prises de décision quand on projette de manière régulière, va avoir un engagement continu. Je vais vous montrer des exemples. Entre autres, vous avez Sandy qui vient de présenter avec vous. On a fait l'idéation conjointement d'un projet qui a été financé par Oncopole du Fonds de recherche du Québec. Alors, on va vous présenter l'exemple. Alors ici, il y a une implication qui est différente.
au niveau des patients. Alors, ce n'est pas juste dire sur papier, les personnes touchées, oui, sont intégrées, mais vraiment les mettre dans une place de choix au sein de l'équipe de recherche. Puis également, des rôles d'assistante de recherche où, à ce moment-là, on va offrir, comme dans l'équipe de recherche, une petite rémunération. Ça va demander de former la personne pour les activités de recherche pour lesquelles elle va contribuer. Également, ça demande de signer une entente de confidentialité parce qu'on parle de données inédites de la recherche et aussi des fois des données confidentielles. Et par exemple, puis je vais revenir avec mes exemples, dans certains projets, j'ai des patients partenaires qui ont réalisé des entrevues, qui m'ont donné un coup de main pour recruter des participants à certains projets, puis ont même contribué aux activités éducatives. Alors ici, c'est pour vous montrer une autre façon de s'impliquer dans la recherche, de s'impliquer à réfléchir aux soins que vous aimeriez améliorer, qui est un peu différent d'un rôle de participant. Alors, on peut passer à la prochaine diapo, Chaliane. Alors, je vais vous présenter des exemples concrets. Mon premier exemple, c'est un projet en lien avec le retour au travail après une allogreffe. Un projet qui a été généreusement financé par la Société Leucémie Lymphome du Canada, qui a un programme très spécial sur la qualité de vie. Puis dans notre projet, on voulait décrire le parcours des personnes qui ont eu une greffe de cellules souches, une allogreffe de cellules souches en lien avec le retour au travail. Alors, on a fait des questionnaires qu'on dit vocationnels, alors sur les composantes reliées à leur emploi. On a regardé également les dossiers, puis on a fait des entrevues. Notre patient partenaire, Ludovic, un jeune patient qui a eu 2 fois des greffes, qui nous a aidé à réaliser à peu près une dizaine d'entrevues, puis nous a même aidé à l'analyse. Alors, on lui donnait une expérience là, en lien avec la recherche au sein du laboratoire, puis aussi, il peut amener aussi son expérience comme personne qui a vécu la maladie. Le deuxième exemple, c'est notre projet PACSAC. C'est notre projet jeune adulte. Le projet PACSAC, c'est pour parcours d'apprentissage pour les jeunes adultes touchés par un cancer hématologique. Et nos patients partenaires, encore ici, Ludovic, nous aident pour l'orientation du projet, les stratégies de recrutement pour cibler des jeunes, parce que c'est très, très dur de trouver les jeunes adultes, début vingtaine, pour participer à nos projets. Puis, des fois, on a des discussions à savoir, bon, quel est le meilleur moyen pour les recruter. Et, entre autres, on a une discussion sur le fait de faire attention parce que, comme chercheur, des fois, des définitions ne sont pas toujours n'atteignent pas vraiment la réalité, mais selon la science, les définitions convenues, un jeune adulte, c'est de 18 à 39 ans. Mais, entre autres, nos patients partenaires nous ont dit, non, si vous mettez sur une affiche 18 à 39 ans, il n'y aura pas un jeune de 20 ans qui va vouloir participer au projet. Il faut vraiment scinder parce qu'en haut de 30 ans, c'est trop vieux. Alors, ils nous ont vraiment aidé à revoir notre stratégie sur comment approcher les jeunes, puis de faire attention là, quand on arrive pour les recruter. Enfin, le dernier projet que je vais vous présenter en exemple, c'est Étape Onco, qui a été financé par la RFRQ Oncopole, qui est pour soutien structuré du diagnostic à la fin des traitements par des patients partenaires en hémato-oncologie. C'est un projet qu'on a fait des co-idéations avec l'Espace partenaire en cancérologie. Sandy est co-chercheur au projet. Ça ici, on collabore avec les patients partenaires pour une participation active des personnes touchées par une thérapie cellulaire. Puis la particularité de ce projet-là, c'est qu'on veut mettre en place un accompagnement par des patients accompagnateurs dès l'annonce, par exemple, d'une greffe ou d'un traitement par cellule CAR-T. Et on est en train, avec des patients, des personnes qui ont été touchées par un cancer hémato, qui ont vécu de la thérapie cellulaire, de structurer, mais quel est le bon moment pour introduire un patient accompagnateur? Quelle information un patient accompagnateur pourrait partager? Et c'est hyper intéressant comme projet. La discussion avec le professionnel de recherche, mais également les personnes qui ont vécu cette expérience, c'est vraiment excessivement riche. Puis là, on devrait commencer à en tester au printemps là, de nouveaux patients qui se font annoncer qui vont peut-être avoir un allogreffe ou thérapie CAR-T à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il va y avoir un jumelage avec des patients accompagnateurs qui va avoir lieu. Alors, ici, c'est un bel exemple que les personnes touchées sont excessivement importantes pour aider à trouver de nouvelles façons d'accompagner les gens puis aussi contribuer à la science.
Alors, la prochaine diapo. Enfin, mes messages clés sont en lien avec que la participation à la recherche peut prendre plusieurs formes. Alors, souvent, vous voyez la forme d'être un participant pur et dur, mais il y a aussi des formes où vous pouvez être davantage impliqué auprès d'équipes. Aussi, vous avez la possibilité de contribuer à l'avancement des connaissances par l'amélioration des soins et des services en hémato-oncologie en vous impliquant. Puis, votre expérience est importante, puis vous pouvez la partager avec des équipes de recherche. Alors, c'était tout pour cette partie. Merci. Merci beaucoup, Karine. Puis là, en même temps, je tiens à m'excuser à Sandy et à toi. Je ne vous ai pas présenté comme il se doit, donc je vais le faire là, tout de suite parce que je trouve ça quand même important de bien comprendre votre expertise à chacune de vous. Donc, je vais débuter par Sandy, qui est patiente partenaire et chef de service de l'espace partenaire en cancérologie du programme de cancérologie, pardon, du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Ayant surmonté des défis liés au cancer, ben, elle transforme son expérience en une force pour apporter espoir et inspiration en collaboration avec les divers intervenants pour améliorer l'expérience des soins et des services. Donc, Sandy cumule plus de 25 années d'expérience comme entrepreneur et coach, ainsi que plus de 10 ans d'accompagnement de la clientèle en oncologie, avec une approche collaborative et une vision de co-construction. Puis elle dirige une offre de services intégrés au programme de cancérologie en partenariat avec une communauté de plus de 50 patients et proches partenaires engagés. Puis, Karine est professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et chercheure régulière au Centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elle est une experte reconnue quant aux approches de recherche axées sur le patient et la survie du cancer. Elle dirige le groupe d'intérêt spécial pan-canadien sur les soins infirmiers en oncologie de l'Association canadienne des infirmières en oncologie. Son programme de recherche s'articule autour de l'optimisation des soins et des services post-traitement dans le cadre des thérapies cellulaires, des soins destinés aux jeunes adultes atteints de cancer, ainsi que du retour à l'emploi après un cancer. Donc, je trouvais que ça valait la peine de reprendre le temps pour nommer toute l'expérience que vous avez qui est très, très impressionnante et importante, puis pour être sûr que vous allez accepter des invitations futures pour collaborer à d'autres projets. Donc, je vais maintenant passer la parole à ma collègue Jennifer, qui est responsable des services à la communauté pour les régions de l'Est et du Nord du Québec depuis plus de 2 ans à la Société Leucémie Lymphome du Canada. Auparavant, elle a travaillé à titre de travailleuse sociale dans le réseau de la santé auprès d'une clientèle adulte touchée par une maladie physique ou mentale pendant plus de 10 ans. Elle connaît bien les enjeux individuels et systémiques que peuvent rencontrer la communauté des cancers du sang. Puis, ses valeurs d'accueil inconditionnel et de respect de la personne fait d'elle une alliée de confiance pour les personnes touchées par un cancer du sang. À toi la parole, Jennifer. Merci beaucoup, Joliane. Donc, je suis vraiment contente aujourd'hui là, de prendre un petit moment pour vous expliquer un peu plus notre travail, mais aussi différentes façons de participer activement à vos soins. Donc, moi, une partie de mon travail consiste à accompagner les personnes touchées par un cancer dans leur expérience comme patient ou patiente dans le réseau de la santé. Évidemment, là, c'est pas de vous accompagner physiquement, mais de voir avec vous où vous pouvez jouer un rôle. Puis aujourd'hui, on va voir les outils pratiques pour une participation active là, dans le traitement du cancer du sang. Donc, on en a parlé un petit peu plus tôt là, avec mes collègues, mais la première étape consiste à comprendre votre diagnostic. C'est essentiel de rechercher là, des sources fiables reconnues, comme à la Société Leucémie Lymphome du Canada, ou des informations provenant de votre équipe soignante pour avoir une vision claire là, de votre situation et de vos options. Ensuite, c'est crucial de rester informé. Prenez l'initiative de vous renseigner régulièrement auprès de votre équipe soignante sur les nouveaux traitements ou les essais cliniques qui pourraient être pertinents pour vous. Les progrès en médecine, ça évolue rapidement, puis ces informations-là peuvent être déterminantes là, pour votre parcours de soins. Puis finalement, ben, apprenez la terminologie médicale. Là, je suis très consciente. Je suis à la même place, moi aussi, c'est vraiment pas tout le temps facile. Je suis consciente que c'est
c'est un défi de retenir ces mots-là, mais essayez de vous familiariser à tout le moins là, avec les termes clés liés à votre condition pour mieux comprendre les résultats de vos tests, puis les différentes options de traitement. Ça vous permettra aussi de participer activement aux discussions, de poser des questions, de ne pas vous sentir un peu comme à part ou mis de côté quand il y a des discussions qui se font. Par ailleurs, il ne faut surtout pas hésiter à poser des questions. Là, j'ai aussi entendu là, de Karine et Sandy, mais c'est important de poser des questions. Notez-les entre vos rendez-vous pour ne pas oublier ce qui vous préoccupe. Prochaine diapo. Donc, voici quelques ressources que vous pouvez retrouver là, sur notre site qui vous aideront à mieux vous familiariser avec le diagnostic, mais aussi à mieux communiquer avec l'équipe soignante. Je vous invite à visiter la bibliothèque de ressources là, de la Société Leucémie Lymphome du Canada sur notre site Internet pour une mine d'informations là, sur des maladies spécifiques. Donc, vous allez pouvoir voir des fiches d'informations, comme on voit là, à l'écran. Il y a des web-diffusions, des vidéos animées, des podcasts, plus encore. Donc, c'est vraiment, vraiment une ressource importante. Prochaine diapo. Donc, un autre outil aussi qui peut être pratique tout au long là, du parcours, c'est l'appli Santé SLLC qui est disponible là, sur Apple Android. Vous pouvez l'installer sur votre téléphone. C'est essentiellement un journal de bord. Donc, c'est un journal de bord numérique, si on veut, pour mieux suivre vos symptômes, votre prise de médication, votre alimentation, hydratation, pour vraiment tracer ce qui se passe dans votre vie au quotidien. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que l'accès peut être partagé à vos proches aidants, donc si vous le souhaitez, bien sûr. Prochaine diapo. Donc, après avoir abordé les points précédents, et on le mentionne souvent dans cette conférence, mais c'est essentiel de rappeler que votre bien-être est avant tout votre responsabilité. Vous avez le pouvoir de défendre vos intérêts et de jouer un rôle actif dans vos soins. Donc, pour vous aider, les outils pratiques, oui, peuvent faire toute la différence, mais aussi avoir de l'organisation, une communication claire et respectueuse avec votre équipe et vos proches, l'intégration de pratiques de bien-être dans votre quotidien. Tout ça, c'est essentiel pour prendre en main votre santé de manière proactive. On n'oublie pas, c'est tout à fait normal de demander de l'aide. C'est même essentiel que ce soit par l'intermédiaire de vos soignants, de votre équipe, de vos proches, de nous, les responsables des services à la communauté. Faut voir que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. C'est crucial aussi de se rappeler que votre bien-être, ça ne se limite pas à votre santé physique. Vos aspects mentaux, émotionnels, sociaux, comme on a vu aussi avec la présentation de ma collègue Joliane, jouent un rôle tout aussi important. Donc, c'est important de s'assurer de prendre soin de vous dans toutes ces dimensions-là, même si ce n'est pas facile toujours. Enfin, continuez à consulter votre équipe soignante. Prenez des décisions éclairées concernant vos soins. Donc, on se rappelle que vous êtes le principal acteur, actrice de votre parcours de santé. Prochaine diapo. Pourquoi la participation est-elle importante dans votre parcours de soins? Bien, tout d'abord, ça améliore votre compréhension du processus de traitement. Puis quand on comprend mieux, bien, on est plus collaboratif, on est plus compléant, comme on a mentionné. Donc, en étant informé, impliqué, bien, ça permet de mieux faire des décisions éclairées. Ça nous aide aussi à retrouver un certain sentiment de contrôle, particulièrement dans les moments difficiles. Donc, en participant activement dans son parcours, on se réapproprie une certaine maîtrise sur ce qui nous arrive malgré beaucoup le sentiment que tout nous tombe sur la tête un peu. On a l'impression que, bon, OK, on peut prendre certaines décisions. Mais la participation, ça n'a pas seulement un impact sur vous, elle améliore aussi la communication dans votre équipe soignante. C'est plus facile, ça va mieux quand tout le monde peut se comprendre. Donc, en posant des questions, en exprimant vos préoccupations, en échangeant clairement, on crée un dialogue ouvert, puis ça garantit que vos besoins sont bien compris et pris en compte. Donc, la participation, ça touche 3 domaines clés. Tout d'abord, la communication.
comme je l'ai mentionné, l'information pour vous tenir informé sur votre état de santé et des traitements disponibles, puis la prise de décision pour vous impliquer dans les choix thérapeutiques et garantir que les décisions prises correspondent à vraiment vos valeurs et vos préférences. Donc, c'est vraiment être un acteur actif de vos soins qui vous aide à mieux comprendre, à retrouver du contrôle et à renforcer la collaboration avec votre équipe soignante. Prochaine diapo. Donc, je vais aborder un autre sujet dans la même ligne de mire qui est la défense de droit. Qu'est-ce que ça veut dire défendre ses droits? Des fois, ça peut paraître un peu intimidant, voire un gros mot, un grand mot, je veux dire, l'idée de se défendre. Mais ça peut sembler difficile, surtout dans un contexte de soins de santé, mais c'est important de comprendre que défendre vos droits, ça ne signifie pas être agressif ou conflictuel, se plaindre, mais plutôt être actif, engagé dans votre parcours de soins. Donc, parler pour vous-même, comprendre vos droits sont des étapes essentielles pour participer pleinement à vos soins. Cela vous permet de vous assurer que vos besoins sont entendus et que vous recevez les traitements appropriés. Défendre ses intérêts est crucial pour garantir que vous obtenez les meilleurs soins possibles, puis que votre expérience de soins soit respectueuse et adaptée à vos attentes. Donc, la défense de droit, c'est être encore une fois un acteur clé de votre santé, puis ça améliore l'expérience complète là, du parcours dans le réseau de la santé. Prochaine diapo. Puis, connaître vos droits en tant que patient, ben, c'est essentiel pour prendre en main votre santé. Il faut savoir de quoi on parle pour savoir quoi faire. Donc, voici quelques-uns de vos droits fondamentaux. Tout d'abord, ben, vous avez le droit à un consentement éclairé. Ça signifie que vous devez prendre des risques, excusez-moi, vous devez comprendre et non prendre, mais comprendre les risques, les avantages et les alternatives de tout traitement avant d'y consentir. Donc, vous êtes en droit de poser toutes les questions nécessaires pour être bien informé. Vous avez aussi le droit d'accéder à votre dossier médical. On l'a vu tout au long de la semaine, les conférenciers vous parlaient du carnet santé. Donc, c'est un des accès que vous avez à votre dossier médical, mais obtenir votre dossier médical, par exemple, aux archives de votre établissement, mais ça vous permet de voir, d'examiner, de conserver des copies de vos antécédents médicaux, de vos rapports de traitement. Puis ces informations-là, bien, sont cruciales pour suivre votre parcours de soins, puis prendre encore une fois des décisions éclairées. Il faut savoir pour comprendre, puis arriver à faire un choix. Un autre droit fondamental, ben, c'est de participer activement à la prise de décision concernant votre plan de traitement. Vous avez le droit de faire entendre vos préférences, d'être impliqué dans chaque étape de votre prise en charge. Vous avez évidemment le droit de recevoir des soins respectueux. Ça va sans dire que c'est la base, mais ça veut aussi dire que vous pouvez demander d'être traité avec dignité et respect tout au long de votre parcours de soins par toute l'équipe médicale. Puis finalement, vous avez le droit à une deuxième opinion médicale. Prochaine diapo. Demander un deuxième avis médical peut être une étape importante pour votre santé. Vous pouvez envisager cette option si vous n'êtes pas certain d'un diagnostic ou si le plan de traitement proposé ne semble pas tout à fait adapté. C'est aussi une bonne idée si vous souhaitez obtenir plus d'informations avant de prendre une décision importante sur votre santé. Donc, comment on fait ça, demander un deuxième avis? Bien, ça commence par l'exprimer clairement à votre médecin. Donc, vous souhaitez entendre un autre point de vue. Donc, vous pouvez dire, par exemple, j'aimerais ça consulter peut-être un autre spécialiste pour avoir un avis comme supplémentaire sur mon diagnostic, sur mon traitement. Puis, qu'est-ce que ça peut apporter? Bien, c'est un deuxième avis peut confirmer un diagnostic, mais aussi peut offrir de nouvelles options de traitement que vous n'avez pas envisagées ou simplement vous apporter une certaine tranquillité d'esprit en sachant qu'on a exploré toutes les alternatives. Finalement, ben, sachez que si vous vous sentez lésé par la prise en charge ou par un soin qui vous semble inapproprié, ben, vous avez toujours le droit de porter plainte. Vous pouvez adresser là, votre plainte au département d'abord, donc c'est-à-dire à votre équipe d'abord, dire je ne suis pas satisfaite de telle situation. Et ensuite de ça, ben, si toutes les options ont
ont été vues avec les personnes concernées, ben, c'est de voir à être peut-être accompagné par un centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de l'établissement. Prochaine diapo. Donc, on voit ici quelques ressources supplémentaires là, pour vous accompagner dans la défense de vos droits et intérêts. Donc, évidemment, on a notre site Internet, on a aussi le site du Centre d'accompagnement aux plaintes et il y a toujours un comité des usagers de l'établissement. Donc, ça existe dans chaque établissement au Québec qui peut aussi vous apporter un certain accompagnement dans votre situation. Et finalement, ben, il y a Éducalois, donc qui comporte une mine d'informations sur les droits, les responsabilités qu'on a en tant que patient. Prochaine diapo. Donc, défendre ses droits, c'est avant tout prendre le contrôle de votre santé. Donc, s'il y a quelque chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est que ça signifie surtout que vous devez vous assurer que votre voix soit entendue dans chaque décision qui va affecter vos soins, puis que vous avez le droit de poser des questions, de demander des informations supplémentaires. Puis c'est même essentiel parce que ça vous permet de participer activement, puis comme on l'a vu, ben, ça fait en sorte que vous vous sentez impliqué à la prise de décision concernant votre santé. Donc, n'oubliez jamais que vous êtes votre meilleur défenseur. Personne ne connaît vos besoins et vos préférences mieux que vous. Donc, on le répète souvent, mais c'est important que vous vous souvenez le jour où vous en aurez besoin. Nous sommes là pour vous accompagner. Vous avez vu aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de gens qui peuvent vous accompagner dans vos soins. Donc, n'hésitez surtout pas à aller chercher de l'aide puis nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner. Merci beaucoup, Jennifer, pour ta présentation. C'est très éclairant. Je vais inviter tout le monde à ouvrir leur caméra pour le panel. Donc, si vous avez des questions pour les panélistes, vous pouvez encore une fois là, les écrire dans la zone questions-réponses dans le bas de votre écran. Mais moi, je vais commencer. J'ai des questions. Donc, je vais débuter avec Marie Légaré. Donc, Marie, en fait, qui est maman de 2 enfants adultes, mais aussi une grand-maman comblée de 2 petits-fils, titulaire d'un baccalauréat en histoire et d'une maîtrise en développement régional. Elle a consacré sa carrière au service d'organismes à but non lucratif en culture, philanthropie et soutien aux personnes différentes. En 2020, un diagnostic de leucémie aiguë myéloïde a bouleversé sa vie, l'amenant à une retraite anticipée à 62 ans. Grâce à une greffe de cellules souches offerte par son grand frère, elle espère être en rémission complète en février 2025. Donc, bonjour Marie. Bonjour. Très contente de t'avoir avec nous. J'aimerais te demander quel est l'outil ou l'action numéro 1 que je vais te tutoyer, Oui, pas de problème. que tu as utilisé pour t'aider à te sentir partenaire de tes soins. Ben, écoute, c'est important de préciser en commençant que moi, j'ai eu mon diagnostic le 13 février 2020 et puis le 13 mars 2020, c'était la pandémie au Québec, hein? Alors, toutes les visites ont été interdites dans les hôpitaux, à moins que les personnes soient en fin de vie. Bon, merci, je ne l'étais pas. Mais ce qui fait que j'ai été accompagnée par mes proches en personne seulement pendant mon premier mois d'hospitalisation. Donc, c'est surtout ma fille et mon mari qui étaient mes accompagnateurs, mais le premier mois, ils étaient là, mais ensuite, tout se faisait par téléphone, par Zoom et compagnie. Donc, l'outil qui a été utilisé, c'est vraiment très, très simple, là. C'est que mon mari avait un cahier et il notait tout dans le cahier. Quand moi, je lui parlais, je lui disais ce qui était arrivé dans ma journée, si lui avait des questions pour les médecins, il écrivait vraiment tout. Puis ce conseil-là nous avait été donné par mon frère. Mon frère est important dans mon histoire. Il m'a sauvé la vie par la greffe, puis il m'a donné ce conseil-là parce que lui, son épouse avait vécu un épisode de cancer avant que moi, je sois malade. Puis il nous avait dit, si j'avais pas eu ce cahier-là, on aurait tout oublié. On est bouleversé pendant ces périodes. Donc, puis moi, même si j'avais eu un cahier près de moi
j'aurais pas été capable de le compléter parce que j'ai eu des épisodes de grande confusion, surtout pendant ma première hospitalisation. Euh, Souvent, je me rappelais plus quel mois on était, quel jour on était. Puis il y a même des périodes où j'avais de la difficulté à écrire. Donc, moi, j'aurais pas pu le faire. Donc, malgré l'absence physique de mes proches, ben, ma fille et mon mari ont toujours pu savoir ce qui arrivait et être au courant de ma situation, puis avoir les interactions correctes avec les médecins. Ça a vraiment revêtu une importance capitale dans tout le processus. D'ailleurs, on l'utilise encore. Maintenant, je suis suivie en externe à Québec. On est d'ailleurs à notre deuxième cahier. On en a rempli un au complet. Puis là, on a commencé le deuxième. Puis, c'est un, c'est un conseil que moi, je donne beaucoup aux gens que je connais que ce soit un cancer ou une autre maladie, quand ils sont hospitalisés, de vraiment utiliser ça parce que nous, en tout cas, ça nous a grandement aidé dans toute cette période-là. Puis comme je disais, ça nous aide encore. Un très, très bon conseil qu'on donne aussi. Il y a tellement d'émotions qui sont impliquées. Ouais, C'est vraiment difficile là, de retenir les informations. Donc, un bon conseil à utiliser. Puis, aussi, est-ce que tu aurais un exemple où tu as dû défendre tes droits? Et là, je tiens à expliquer pour les gens qui sont là, quand on dit défendre les droits, il ne faut vraiment pas que ça. Des fois, ça peut avoir l'air, là, on emmène quelqu'un en justice. C'est comme un non, terme non, non. qui sonne lourd, mais défendre ses droits, ça a plein de facettes. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer une manière, une façon là, avec laquelle tu as défendu tes droits dans ton contexte de soins? Ouais. Euh, ben, ce que je trouve dommage, c'est que ce que je vais vous raconter, c'est vraiment très loin de ce que Sandy et Karine nous ont partagé. On n'était pas dans la participation et de considérer la personne malade comme un associé. Là, ça n'a pas été ça du tout. C'est que moi, j'ai eu d'énormes complications euh, quand j'ai eu mes traitements. Puis par bonheur, les plus grandes complications, je les ai eues pendant mon premier mois d'hospitalisation, donc où mes proches pouvaient être avec moi. Puis j'ai eu entre autres une épouvantable infection à la gorge. J'avais une espèce moi j'ai pas d'amygdale là, mais ça a l'air que c'était bien gros là, une espèce d'abcès, ce qui fait que j'étais pas capable de manger, mais j'étais à peine capable d'avaler ma propre salive. Et à l'étape de mon traitement, de mon premier traitement d'induction, je devais prendre un complément parce que moi, dans mon diagnostic, j'avais le gène FLT3 qui est pas un complément intéressant quand on a une leucémie aiguë myéloïde. Donc, je devais prendre du midostaurin qui est en comprimé par voie orale. Le nom commercial, c'est du Ridapt. C'était d'énormes comprimés. C'était vraiment très gros. Puis, je n'étais pas capable de les avaler. J'étais incapable de les avaler malgré ma plus grande volonté, ça passait pas. Fait qu'au bout de quelques jours d'insuccès, l'oncologue qui était de garde à ce moment-là, euh, voulant m'encourager à les prendre, je le dis en mettant des guillemets, euh, ce qu'elle a trouvé à me dire pour m'aider, c'est en étant très bête et avec beaucoup de menaces dans la voix. Là, on n'était pas dans la bienveillance du tout. Elle m'a dit, ben, en fait, vous voulez pas guérir, ces pilules-là, ça va augmenter vos chances de guérison de 30%. Puis là, en plus, vous les gaspillez parce qu'une fois que vous avez essayé de les prendre, il faut les jeter. Et puis, ça coûte très cher. Et puis, bon, donc, elle dit, à partir de maintenant, je vais dire aux infirmières de plus vous les apporter. Puis, elle avait pas de, il y avait pas elle donnait pas de solution, tu sais, c'était bon, vous les gaspillez, donc on les reprend pas. Ça fait qu'on est loin, là, de humaniser la médecine, puis considérer, comme je le disais tantôt, là, considérer le patient comme un associé. Puis, à ce moment-là, c'est ma fille qui a utilisé ses contacts et ses connaissances, pour trouver des solutions.
ma fille est une professionnelle, puis elle avait autour d'elle des amis qui étaient des nutritionnistes, des orthophonistes, des physios. Elle leur a demandé des conseils, puis elle en a parlé aux infirmières qui ont collaboré à ce moment-là. Donc, j'ai réussi avec tout plein de conseils, puis bon, à avaler les comprimés en question. Puis, la, la Marie pas malade aurait été très, très capable de faire face à l'oncologue en question et à lui dire ma façon de penser. Mais à ce moment-là, j'étais roulée en boule au fond de mon lit, j'allais pas bien du tout, du tout. Donc, j'ai pas été capable à ce moment-là de me défendre. C'est ma fille qui m'a défendue. C'est que après, puis l'oncologue voulait pas lui parler. Il fallait qu'elle court après elle dans les corridors. Alors, c'est Gabrielle qui a dit à l'oncologue que sa façon de faire était vraiment pas humaine, puis que je faisais pas exprès de pas avaler les comprimés, que c'était hors de mon contrôle en quelque part. Par bonheur, elle a été la seule à avoir cette attitude-là envers moi, parce que j'ai fait affaire avec plusieurs oncologues qui ont tous été très humains. Mais avec le recul puis avec tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est clair que j'aurais pu déposer une plainte. Je ne l'ai pas fait parce qu'à ce moment-là, ni moi ni ma famille, on était en état, on n'avait pas l'énergie de faire ça. Mais c'était, comme je vous dis, c'est ma fille qui a été mon bouclier à ce moment-là, qui a parlé à l'oncologue et qui lui a dit que son attitude avait été tout à fait inhumaine. Ça s'est pas reproduit par la suite. J'ai eu affaire à elle, puis ça a été correct. Mais ça a pas été une expérience très, très le fun au travers de tout ça. Merci beaucoup, Marie, de partager cette expérience-là, là, qu'on l'entend, qui était difficile. Puis c'est l'important justement d'avoir des gens autour de nous qui peuvent Mm. intervenir dans des situations comme ça. Je vais maintenant inviter M. Vigneux à ouvrir son micro. Euh, donc, attendez, je recherche. Je suis un peu perdons mes notes, parfait. Donc, M. Vigneux, en fait, qui a accepté, là, lui aussi, de participer, donc qui est aujourd'hui retraité, mais qui a fait de l'enseignement auprès du personnel d'organismes communautaires et de groupes de réinsertion en emploi. Donc, son épouse Ginette, avec qui il a partagé sa vie depuis 50 années déjà, a reçu un diagnostic de lymphome à grande cellule B en 2021. Après 3 cycles de chimiothérapie intensive qui se sont avérés infructueux, elle a été dirigée vers le protocole CAR-T en mai 2022. À la fin juin 2022, elle recevait par transfusion 6 cellules lymphocytes T modifiées. C'est à la fin d'octobre 2022 que l'équipe médicale lui a annoncé sa rémission. Donc, on est très content pour votre femme, bien sûr. On est content de vous avoir avec nous aussi. Je vais vous demander la même question. En fait, j'aimerais ça savoir quel est l'outil ou l'action numéro 1 que vous avez utilisé pour vous aider et surtout aider votre conjointe là, à se sentir partenaire de ses soins. Ben, je pense qu'au départ, je vais probablement répéter tout ce qui a été dit. Je pense que c'est la connaissance de la maladie qui est importante euh, afin de prendre soin, là, de prendre le contrôle de nos soins et de notre guérison. Euh, il faut définitivement que le malade se renseigne, prenne des informations, pas avoir peur de poser des questions, comprendre le langage oncologique, comprendre les termes médicaux, poser, pas être mal à l'aise de dire, ben, ça veut dire quoi ceci ou cela. Euh, je pense que c'est la base de, du début de la guérison. On ne peut pas on ne peut pas prendre la gérance de nos soins si on ne sait pas de quoi on parle, hein, définitivement. Alors, pour nous, euh, prendre toute l'expertise nécessaire, consulter, lire, poser les questions. Et je pense que
mon impression, c'est que le personnel médical va dire aux malades, va répondre aux questions et il n'ira pas plus loin dans le domaine de l'information, dans le sens où j'ai l'impression que le personnel médical va se dire si, par exemple, le patient ne pose pas plus de questions, c'est parce qu'il n'y a pas besoin d'en savoir davantage. Alors que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui ont peur de savoir, mais s'ils savaient, ça faciliterait énormément les choses. Euh, L'autre item qui a été discuté longuement auparavant, c'est l'accompagnement. En plus de la connaissance de la maladie, moi, je conseillerais à tous les patients de s'entourer et de se faire accompagner. Parce que tout au long de la maladie, un proche aidant est une ressource essentielle. Je pense que c'est Marie qui disait que son mari, il notait tout. Alors, oui, c'est ça. Le proche aidant est là pour enregistrer toutes les connaissances, tout ce qui est dit dans les consultations, tout ce qui est discuté, parce que le malade, il vient à un moment donné au cours de ses traitements, de sa maladie, il n'y a pas toujours l'esprit très clair et il oublie. Et on a besoin d'une personne, d'un proche aidant euh, qui va venir clarifier à tout bout de champ les informations par rapport à la maladie. Je dis souvent, le proche aidant, c'est plus qu'un chauffeur désigné, là. C'est la personne qui va être là, qui va comprendre, qui va suivre, qui va aussi écouter beaucoup les émotions, les peurs, les craintes, les angoisses, et puis qui va essayer de rassurer son malade, son patient. Puis, est-ce que vous avez un exemple aussi d'une situation là, dans laquelle vous avez dû défendre les droits de votre épouse? Oui, à plusieurs reprises. Puis c'est banal un petit peu. On, on, un jour, on se présente en consultation de suivi auprès de l'oncologue. Et nous, on avait plusieurs hôpitaux, là. On est de Granby, donc au départ, l'hôpital de Granby, deux hôpitaux à Sherbrooke et on a fini à Maisonneuve-Rosemont. Alors, à Sherbrooke, oui, c'est ça. On se présente en consultation de suivi après des traitements de chimio, un rendez-vous avec l'oncologue. On est en période de pandémie. Alors, on arrive au niveau du département et il y a personne, je veux dire une chandelle qui est là, qui contrôle la circulation, parce qu'en période de pandémie, c'est pas toujours évident. Alors, la personne comme telle m'interdit d'accompagner mon épouse. Je ne pouvais pas y aller. C'était interdit selon les procédures, puis la pandémie, etc. Et cette journée-là, mon épouse était vraiment pas bien, malade, confuse, très anxieuse. Et c'était pas possible de la laisser aller là tout seul. Mais après avoir insisté, on était devant un refus. Alors, bien poliment, je regarde cette personne-là qui était chargée de diriger ou d'autoriser les entrées et sorties du département et je lui dis, ben, ma chère madame, je vais vous demander de prendre votre téléphone et d'appeler docteur Toupin et de lui dire que sa patiente ne pourra pas assister à son rendez-vous parce qu'elle ne peut pas être accompagnée. Et ben, ça a mis fin à la discussion et j'ai pu accompagner mon épouse cette fois-là à la réunion. C'est un peu drôle, mais d'autres personnes n'auraient pas insisté et
serait reviré de bord, tout simplement. Tu sais. Et il n'était pas question, de toute façon, ma femme n'aurait pas voulu assister à la réunion si je n'avais pas été là. On s'en retourne chez nous. J'ai un autre événement qui est arrivé. Pendant son traitement, lorsqu'elle a été transfusée de ses cellules CAR-T, évidemment, elle a été hospitalisée au pavillon d'oncologie dans une chambre à pression contrôlée, département très, très, très contrôlé. On est encore en période de pandémie et il fallait fournir un certificat de négatif, un test négatif de COVID. Moi, il fallait que je fournisse ça. Il fallait que aussi je prenne des précautions quand je rentre sur le département. Il s'agissait de se désinfecter les mains, porter un masque, évidemment, prendre notre température en entrant dans le département et rapporter tout ça, les résultats au bureau des infirmières. Et lorsque je me suis présenté là, on m'a dit, ben, ton test négatif, il n'est plus bon. Ben, comment ça, il n'est plus bon? Ben, il date de plus de 16 jours, puis il n'est plus bon. Fait que tu ne peux pas entrer. J'avais fait 2 heures de route pour me rendre là. J'étais profondément très, très, très inquiète. Ma femme n'allait pas bien du tout. Puis elle, ben, était très anxieuse. Fait qu'elle avait besoin de ma présence cette journée-là, de ma visite, etc. Et ben, ça n'a pas fonctionné. Je n'ai pas pu entrer. Alors, j'ai appelé ma femme au téléphone et j'ai dit, ben, je peux pas, ils ne veulent pas me laisser passer. Je vais aller me faire tester. Puis demain, ben, j'aurai un test négatif parce que j'avais aucun symptôme, aucun danger de ça. Alors, ça n'a pas fait. Ça n'a pas fait du tout du côté de ma Ginette. Elle n'a pas laissé passer l'événement. Et finalement, encore une fois, parce qu'on a insisté, ben là, j'ai pu faire ma visite, mais sous la condition que j'aille passer le lendemain un test de COVID là, pour pouvoir certifier que j'étais négatif. Troisième exemple. Monsieur Vigneux, je vais vous arrêter parce qu'on manque de temps, mais c'est tellement intéressant les exemples que vous dites, puis tu sais, vous êtes la preuve justement là qu'il faut oser poser des questions, adresser certains contextes là, dans des situations où c'est ça, on sent que les choses se font pas comme ça devrait. Je vais poser une question à Karine, une question à Sandy, puis on va conclure parce que vraiment le temps file, mais tout était très intéressant. Merci pour votre participation. Donc, je vais commencer avec Sandy. En fait, les patients partenaires apportent un soutien important aux personnes touchées par un cancer. Selon vous, c'est quoi la forme de soutien la plus importante euh, que vous pouvez apporter aux personnes touchées et aux proches? On n'a pas assez de temps, là, Juliane, pour que je réponde. Non. Il y en a beaucoup, c'est difficile, mais pour résumer, en fait, je pense que c'est tout l'accompagnement. On a un local à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, puis on visite les gens en traitement, hospitalisés, puis je pense que l'écoute active, juste l'espoir dans les yeux quand on voit quelqu'un qui a passé à travers, qui est là, euh, ça me donne de l'espoir, c'est certain, pour dire, ben, elle était à ma place, hein, puis je pense à nos jeunes, tu sais, Karine parlait de Ludovic, tu sais, très jeune, à 20 ans, d'avoir un autre jeune qui a passé par là, qui fait son test de COVID pour aller voir un patient hospitalisé pendant la COVID, ça dit tout. Alors, je dirais que c'est sûr que c'est l'écoute de dire qu'on n'est pas seul, puis que l'espoir. Donc, je vais résumer à ça parce que je sais que le temps file, mais c'est toute la part qu'on fait. On a un club de marche, des cercles de parole, c'est tout avec des patients, des proches qui ont vécu. Donc, c'est un autre moment de se voir et de parler de nos préoccupations là, avec l'écoute active. Merci beaucoup, Sandy. Puis, Karine, est-ce qu'en ce moment, là, on parlait des recherches, est-ce qu'il y aurait une recherche de personnes en particulier, en fait, de profils en particulier, là, pour vos projets futurs?
Donc, si une personne veut s'impliquer, comment elle vous Oui, comment contacte? qu'on fait en recherche? Là, présentement, pour les cancers du sang, on est à la recherche de personnes qui ont vécu la thérapie CAR-T ou allogreffe. Vous avez le goût de vous investir dans le cadre d'un projet de recherche à titre de patient partenaire, patient accompagnateur. On est en recherche de ces personnes-là. Puis aussi, j'ai beaucoup de projets avec les jeunes adultes. Alors, si vous connaissez des jeunes adultes en bas de 30 ans, parce qu'ils m'ont dit qu'en haut de 30, c'était trop vieux, peut-être me faire signe. Ils sont très durs à aller chercher, puis on sait que c'est une clientèle qui a peu d'attention au niveau de la recherche. Puis si vous êtes intéressé par la recherche, lisez les infolettres des associations auxquelles que vous êtes abonné, par exemple la Société Leucémie Lymphome, peut-être suivre des réseaux sociaux de quelques organismes communautaires en cancérologie. Puis n'hésitez pas à les suivre. Maintenant, peut-être on est, comme chercheur, on est moins sur les réseaux sociaux, mais on est par contre sur LinkedIn. Vous pouvez suivre des chercheurs sur LinkedIn pour être au courant un peu là, sur qu'est-ce qu'ils font, les projets qui sont en cours. On utilise beaucoup ce média-là pour afficher les projets qu'on a en cours. Puis n'hésitez pas à contacter des gens, lire les affiches là, sur les babillards quand vous entendez vos rendez-vous sur les télés pour avoir une idée un peu qui sont les chercheurs de votre établissement, quel genre d'études qu'est-ce qui sont en cours. Et je vous invite également à aller sur Internet puis aller sur le Q-Croc, croc comme les souliers crocs, mais Q-Croc, vous googlez recherche clinique en oncologie. Recherche clinique en oncologie, c'est une base de données avec les études cliniques, également des recherches psychosociales. Quand j'ai des profils, des projets actifs aussi, devraient apparaître là. Ça aussi, c'est un bel outil pour vous informer comment vous pouvez vous impliquer en recherche. Un grand merci. Donc, je vous remercie tous les panélistes d'aujourd'hui là, pour votre précieuse implication. Si tu peux changer la diapositive, parfait, merci. Donc, cet événement a été rendu possible grâce au soutien d'AbbVie, Astellas, AstraZeneca, Jazz Pharmaceuticals, Johnson & Johnson et Novartis. Veuillez noter qu'un court sondage vous sera envoyé après la présentation. Merci de prendre un moment là, pour y répondre afin de nous aider à planifier les événements futurs. Merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui pour cette dernière conférence. On vous rappelle que vous n'êtes pas seul. La communauté des cancers du sang est là pour vous. Encore merci, Karine, Sandy, Jennifer, Monsieur Vigneux et Marie. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous cherchez du soutien. Sinon, je vous dis merci, prenez bien soin de vous et passez une belle fin de semaine. Merci.